Tête de Kylian Mbappé. Allez, Kylian. La première Marseillaise est en train d'aller chercher l'or et le record du monde. C'est la meilleure performance de tous les temps. Léon Marchand, impérial au pays du soleil levant. Léon Marchand explose le record du monde. Oh, bien joué. Allez, le doublé. C'est hallucinant ce que nous vivons aujourd'hui à Twickenham. La barre des 50 points, c'est un triomphe. Vive les Bleus, vive la France. Le Campus Sport Club, 23h minuit, sur Radio Campus. Bonsoir à toutes et à tous, auditeurs, auditrices de Radio Campus Lille. J'espère que vous allez bien. Oula, la reprise a été un peu compliquée. Vous avez entendu un peu de musique en fond. On est de retour pour une nouvelle saison du Campus Sport Club, saison 4, assez exceptionnelle. Vous avez entendu à l'instant le générique, le fameux générique de cette saison 3, qui ne va pas durer bien longtemps, puisqu'il y a déjà tout un habillage sonore qui est en cours. Et j'avais pas beaucoup d'inspiration pendant des semaines, des mois, puis pas beaucoup le temps. Et finalement, c'est venu tout seul. Donc vous allez pouvoir découvrir ça dès la semaine prochaine, et même petite surprise, dès la fin d'émission avec la nouvelle outro qui sera, vous verrez, une sorte d'habillage qui prédisposera à la semaine prochaine et aux prochaines émissions. Nouvelle émission du Campus Sport Club, de retour pour parler de sport pendant 1 heure sur Radio Campus Lille 106,6 FM, avec de nouvelles têtes pour cette nouvelle saison. Ils vont pouvoir se présenter tranquillement, brièvement autour de moi. Ce sont 4 messieurs, 4 étudiants en journalisme, futurs grands journalistes, j'espère pour vous en tout cas. Avec moi ce soir, et on vous entend, ne vous inquiétez pas, donc dites pas de conneries, c'est pas le moment, c'est le moment de faire de bonne impression. Dans l'ordre de gauche à droite, il y a Guillaume. Comment tu vas, Guillaume ? Bonjour Adrien, très heureux d'être là pour la première de l'année, 4e saison, donc très heureux d'être là parmi vous. Très bien. Et, face à moi, Augustin, comment tu te sens, toi ? Salut Adrien, ça va ? Écoute, très bien, hein. Ravi de faire partie de cette émission et ravi de faire mes premiers pas en tant que chroniqueur dans une radio. Donc premier pas, première voix. Exactement. Premier mot. Un nouveau-né, Augustin, sur Radio Campus. Avec toi, à ta gauche, il faut se resituer dans l'espace. Raphaël, comment tu vas ce soir ? Salut Adrien, super content d'être présent et hâte de commencer cette émission, cette nouvelle saison, cette nouvelle expérience. Qui a déjà fait l'expérience du coup déjà de arriver tout seul dans le noir et me voir arriver, dire c'est par ici. Heureusement que tu m'as vu très tôt, parce que sinon je ne saurais où aller. Et en plus, tu t'es habillé tout en noir pour pas du tout complexifier la chose. Et enfin, le 4e et non des moindres, je sais pas pourquoi je dis ça, mais j'aime bien. Souvent, je congratule. Alors ça, vous allez le voir de temps en temps. Je vais congratuler quelqu'un. Ça va être un peu la superstar du soir. Il a rien fait de spécial par rapport à vous. Il a préparé comme tout le monde. Mais faut mettre en valeur les gens. Et ce soir, c'est Félix. Ça me fait plaisir. Ça me met à l'aise en tout cas. Salut les gars, salut Adrien. Hâte de débattre avec vous en tout cas. Super, hâte très bien de faire cette émission tout simplement, donc sur Radio Campus Lille. On est parti pour 1 heure avec évidemment le retour des chroniques habituelles, et comme toute bonne émission du Campus Sport Club, nous allons attaquer par les résultats, et les chroniques se feront dans l'ordre de présentation, donc c'est Guillaume qui va s'y coller d'ici un instant, mais avant ça, jingle. Ligue 1, Top 14, Betclic Elite, c'est l'heure des résultats sur le Campus Sport Club. Alors déjà, autocritique de ce jingle. Ouais, j'aime bien, je trouve que c'est pas mal en vrai. Tu vois hein. Bon, après, le problème, c'est que la musicalité, comme je viens de l'annoncer, on va un peu tout rhabiller, donc t'auras l'occasion d'en faire d'autres. Peut-être des meilleurs, peut-être des pires.
On verra bien. On verra bien. En tout cas, résultat du soir, pour toi Guillaume, on va attaquer par du football. Ouais, avec la Ligue 2, la 6e journée qui avait lieu ce soir. Tous les matchs avaient lieu en même temps. Et petite surprise déjà, le leader Bastia qui a été renversé sur le terrain de Dunkerque, 2-1, pour laisser Metz, porté par un triplé de Cheikh Sabali contre Martigues, victoire 6-0, prendre la tête de la Ligue 2. Les Grenats sont à égalité de points avec le Paris FC qui a battu de son côté Guingamp. En revanche, 3 a à nouveau perdu contre Annecy et bon dernier de la Ligue 2. Petit point du coup, classement rapide de cette Ligue 2. Donc du coup, comme je le disais, Metz est leader avec 12 points, suivi par le Paris FC qui compte le même nombre de points. Dunkerque qui est 3e avec également 12 points, donc classement très serré sur le podium. Ensuite, les 2 barragistes pour l'instant sont Annecy avec 11 points et Pau avec 11 points également. Les 2 derniers qui seraient provisoirement rétrogradés en national, donc ce serait Martigues du coup qui est promu cette saison, qui compte seulement 3 points, et 3 qui d'année en année continuent à dégrader dans les différents classements nationaux et qui comptent seulement 1 point. Donc je sais pas s'il y a des férus de Ligue 2 autour de ce plateau, je sais pas si vous avez un club de cœur, mais après les 6 premières journées, qui voyez-vous potentiellement être candidat crédible à la montée? On a vu que du coup la Metz qui est descendue l'an dernier a fait un très bon début de championnat avec 0 défaite. Aussi Bastia du coup qui était leader avant cette journée. Donc est-ce que vous avez peut-être des équipes, des coups de cœur à nous partager? Moi j'ai déjà dit un premier truc. Je sais, c'est parce que je suis lorrain, je suis obligé. À tous les Messins qui nous écoutaient, c'est bien Metz. Mais ça s'écrit TZ, t'inquiète pas que tout le monde tombe dans le panneau, jusqu'à ce qu'il y ait un Lorrain comme moi qui ouvre sa gueule et qui dise non, c'est Metz. Donc c'est Metz et les Messins. Je m'excuse auprès de tous les Messins. Et un petit mot, déjà je vous propose d'introduire un peu par la bonne performance en tout cas du soir qui est Dunkerque, et c'est notre équipe locale. Dunkerque qui a battu Bastia qui était invaincu et qui avait déjà battu la semaine passée Pau ce week-end qui était invaincu. Est-ce que Dunkerque va devenir le nouveau cadre de Ligue 2? Dunkerque peut faire partie des candidats crédits pour moi à la montée en Ligue 1 l'année prochaine. Tu nous avais parlé de est-ce qu'on avait une équipe auquel on croyait. Moi je crois beaucoup au Paris FC pour la saison à venir. Ils ont fait un gros recrutement, on l'a vu notamment avec Maxime Lopez qui est venu intégrer, l'ancien joueur de l'OM qui est venu intégrer l'effectif du Paris FC. Je pense que s'il y a une équipe sur laquelle on peut compter, ce sera le Paris FC pour la saison prochaine. Ouais, je suis plutôt d'accord avec ça. C'est vrai que le Paris FC, ça fait plusieurs saisons qu'ils enchaînent les bonnes performances. Ils ont fait plusieurs fois barragiste. L'année dernière, ils perdent en barrage contre Rodez, mais bon, ça s'était joué au tir au but. Et ça fait plusieurs années qu'ils ont un bon effectif et qui sont rodés. Pour la Ligue 1, le stade est en plus un peu plus rempli chaque année, avec notamment des tarifs gratuits pour les spectateurs. Donc le club progresse d'année en année et ça peut être leur saison cette année, je pense aussi. On enchaîne ensuite avec les autres résultats du soir. Donc direction l'Espagne à présent, où avait lieu le début de la 7e journée de Liga, avec notamment le Real Madrid qui recevait Alaves. Et les joueurs de la Casablanca se sont imposés 3-2, avec notamment des buts de Rodrigo et Kylian Mbappé, qui marquent du coup son 7e but avec les Merengues. Match quand même compliqué pour le Real qui s'est fait peur sur la fin, qui menait 3-0 et qui s'est fait rejoindre 3-2. Dans les autres résultats de la soirée, Séville est venu à bout de Valladolid 2-1, tandis que Valence n'a pu faire mieux que match nul contre Osasuna. Un petit point aussi sur le classement de cette Liga. Le Barça est toujours en tête avec 18 points, mais le Real Madrid qui compte un match en plus revient à la seconde place avec 17 points. L'Athletic Club de Bilbao est 3e avec 13 points et l'Atlético de Madrid qui jouera jeudi est 4e avec 12 points. Donc voilà pour le petit point espagnol du soir. À présent, on peut faire aussi un retour sur les résultats de ce week-end, avec la Ligue 1 notamment, et les premiers points perdus cette saison par le Paris Saint-Germain, qui a dû concéder le match nul contre le Stade de Reims. Nakamura avait ouvert le score pour les Rémois dès la 9e minute. C'est ensuite Dembélé qui a égalisé
pour le club parisien à la 68e, ce qui lui fait déjà 4 buts cette saison pour Dembélé qui entame bien cet nouvel exercice. Belle opération en revanche pour Marseille et Monaco. Les Marseillais réduits à 10 contre 11 pendant la quasi-totalité du match ont remporté l'Olympico contre l'OL, 3-2 avec un but au bout du temps additionnel de leur recrue anglaise Jonathan Rowe. De son côté, l'ASM s'est défait à domicile du Havre 3-1 avec des buts de Thésée, Ben Seguir et Balogun. Donc petite question aussi messieurs, voyez-vous Monaco et Marseille jouer le titre cette saison ou pour vous c'est juste un peu l'enflammade du début de saison? Non, franchement, je pense que Marseille et Monaco vont faire une très belle saison. Je voyais un article ce matin qui montrait les statistiques des dernières équipes qui avaient 13 points au bout de 5 journées. Et le graphique montrait que cela prospectait une bonne saison pour chacune de ces équipes. Donc franchement, je pense que cette année, on va voir une Ligue 1 solide, un peu comme on peut l'apercevoir en Ligue 2. En Ligue 2, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais il y a quand même 2 points de différence entre le premier et le 10e, entre Metz et Ajaccio. Et en Ligue 1, à peu près pareil, hein, on va voir 3 équipes, un trio de tête assez comment dirais-je, dense, équivalent finalement, et qui va se jouer sur les confrontations directes. Ouais, c'est une bonne analyse. Il y a ce côté un peu aussi, on va dire, un caractère un peu exceptionnel de renverser une équipe, de prendre l'ascendant. Et il y a des formations, par exemple, comme Lens, qui sont dans le haut de tableau, mais qui ont déjà surtout croisé des gros, qui ont fait nul contre Monaco, qui ont fait nul contre Lyon, qui ont fait nul contre Rennes. Alors, c'est que des nuls, mais c'est surtout des points à faire perdre aussi à ses concurrents directs pour l'Europe. Donc là aussi, ça peut amener, on va attendre de voir, surtout à mon avis, au moment du championnat où les gros affronteront les autres gros. Le Paris Saint-Germain, pour l'instant, n'a pas croisé de grosses écuries, de gros calibres dans cette Ligue 1, alors que par exemple d'autres comme Lens l'ont déjà fait. Donc peut-être qu'on va aussi pouvoir voir au fur et à mesure des semaines des petits changements. Et ça peut rendre le haut du tableau un peu épicé. Ouais, c'est ce qu'on attend. Une lutte qui s'annonce intense cette saison et ça peut que nous satisfaire. On part à présent de l'autre côté de la Manche, en Angleterre, où avait lieu le choc entre Manchester City et Arsenal, qui a tenu toutes ses promesses, de partout du coup entre le premier et le deuxième de la saison dernière, et qui laisse augurer aussi une belle bataille cette saison. Les Gunners qui menaient 2-1 jusqu'à la 98e minute grâce à des buts de Calafiori et Gabriel se sont fait rejoindre en toute fin de match avec un but de John Stones qui permet à City de garder la main en tête de la Première Ligue. Donc petit point en classement aussi en Angleterre, City est donc premier avec 13 points, suivi par Liverpool avec 12 points, Aston Villa est 3e avec 12 points également et Arsenal se classe 4e avec 11 points. On va enfin en Italie pour conclure ce petit tour de football avec l'AC Milan qui s'est imposé lors du derby contre son voisin l'Inter, 2-1. L'AC Milan avait ouvert le score par Christian Pulisic avant que Federico Di Marco ait égalisé pour l'Inter. C'est finalement Gabbia qui de la tête offre la victoire au Rossoneri en toute fin de match. À noter aussi dans l'autre choc de cette journée, le match nul entre la Juventus et le Napoli. Alors aussi petite question messieurs, parce que ça m'avait un peu fait rire tout à l'heure en regardant le classement. Qui est le premier de la Serie A cette saison ? Je viens de regarder, donc je vais pas dévoiler. En tout cas pour les autres qui ne sauraient pas. Alors je sais pas du tout, honnêtement. À tout hasard, je sais pas, Lecce ? Non, mais Benevento ? Non, c'est un nom un peu plus ronflant, on va dire. Je te charrie. Alors, donne-nous un indice peut-être. Consonne, voyelle. C'est une grande ville en Italie, mais qui n'est pas connue pour ce club-là, on va dire. Voilà, c'est ça. C'est peut-être le Torino. C'est le Torino, c'est ça, qui est en tête du coup avec 11 points, suivi de Naples, 10 points. Et troisième aussi surprenant, l'Udinese avec 10 points. Donc une Serie A très ouverte cette saison. L'Udinese de Florian Thauvin. Et d'Alexis Sanchez, des anciens Marseillais. Et même Isaac Touré là-bas. Ouais. Alexis Sanchez, si je dis pas de bêtises, avait éclos là-bas à l'Udinese, donc il revient un peu. Oui, c'était son premier club européen. Ouais, européen, voilà, c'est ça. Ouais, c'est comme ça qu'on a un peu aussi entendu parler d'Alexis Sanchez. Je suis pas suiveur du Chili, donc faut attendre qu'il vienne chez nous pour qu'on entende un peu parler.
Donc voilà une série passionnante. On espère quand même pouvoir la voir un jour parce qu'il n'y a toujours pas de diffuseur en France, mais on espère que ça pourra s'arranger rapidement. Après le ballon rond, on place à la balle jaune avec les résultats de la Lever Cup. Donc la Lever Cup, c'est une compétition qui oppose chaque année sur un week-end les meilleurs joueurs d'Europe face aux meilleurs joueurs du monde. Et cette année, c'est l'Europe qui s'est imposée 13-11 avec notamment des victoires décisives lors de la dernière journée de Alexander Zverev sur Francis Tiafoe et de Carlos Alcaraz contre Taylor Fritz, qui était récent finaliste de l'US Open. Donc c'est un peu compliqué les nombres de points. En gros, la première journée, on remporte 1 point, la deuxième journée 2 points et la troisième journée qui vaut le plus de points 3 points. Et du coup, ça fait qu'il y a eu 13-11, donc très serré. Mais du coup, c'est ce succès est le 5e pour la Team Europe depuis la création de la compétition en 2017. Donc voilà pour ce point tennis. En Formule 1, à présent, Lando Norris s'est facilement imposé dimanche lors du Grand Prix de Singapour avec 20 secondes d'avance sur Max Verstappen. Pardon. Et il revient à 52 points du Néerlandais. Attends, je pars ramasser ton poumon. Excuse-moi. Donc voilà, je disais que Lando Norris qui s'est imposé 20 secondes devant Max Verstappen et qui revient à 52 points du Néerlandais au championnat. Décidément. Et Oscar Piastri qui a pris lui la 3e place. Question messieurs. Décidément, Lando Norris peut-il aller chercher Max Verstappen en tête du classement? C'est une question très compliquée. Hein. Oui. Ça va, Guillaume? On va pas te perdre dès la première. Ça va aller. On va le laisser pour reprendre sa respiration. Question donc, Lando Norris, Verstappen, le duel. Moi, honnêtement, ça me met des doutes de plus en plus. Au début de la saison, je me suis dit encore Verstappen. Mais là, McLaren notamment, qui concurrence bien Red Bull, pardon. Pérez, il est en dessous. On va pas se le cacher. Mais non, Norris, Piastri, le duo, honnêtement, ça peut concurrencer Red Bull. Et Norris, qui peut concurrencer Verstappen, faudra voir. Je connais pas les prochains circuits, mais j'ai pas le calendrier en tête. J'ai pas le calendrier, mais on sait qu'ils vont finir par Abu Dhabi, ils vont passer par Interlagos aussi au Brésil. Il y a encore beaucoup de caractéristiques. Je pense que si on s'y penche là, on aura le temps de s'y pencher pour la prochaine émission, pour la prochaine fois. Pas forcément peut-être avec nous 5, mais en tout cas pour évoquer un peu la suite de la saison de Formule 1. Mais on aura l'occasion peut-être de voir un peu en détail et voir qui a l'ascendant sur l'autre au vu des derniers circuits. Oui, Raphaël. Oui, le prochain Grand Prix, c'est dans 2 semaines. Et effectivement, au niveau de classement par équipe, McLaren a dépassé Red Bull. Et comme tu l'as dit, Augustin, Pérez n'est plus du tout dans la course depuis de bon nombre d'années. Mais au niveau du classement pilote, Verstappen a une bonne avance sur Norris. Je crois qu'il est à plus de 70 points, je crois, il me semble. Et donc, ce qui fait qu'il a quand même une bonne assise. Et même si ça fait longtemps qu'il n'a pas gagné un Grand Prix, il n'a pas fini premier, Norris pourra nous amener quand même un certain attrait à suivre la fin de son championnat. Et c'est plutôt bon à savoir. Mais je vois Verstappen gagner. On pourrait avoir un scénario digne de 2021 où Hamilton avait remonté cette pente-là. Oui. Alors en l'occurrence, Hamilton avait quand même aussi déjà des compétences d'un septuple champion du monde et avait eu aussi un changement moteur, un changement de pièce qui lui avait permis de surperformer sur cette fin d'année et qui, en l'occurrence, ne l'avait pas pénalisé. Donc peut-être qu'on peut avoir ce duel. Est-ce que vous le souhaitez, ce duel? Oui. Ouais, au moins ça met un peu de suspense dans cette fin de saison. Je dis ça parce que je suis un peu pas pro, mais je suis plutôt team Verstappen, donc j'aime bien les égos comme ça, un peu chiant. Très bien. Bon merci messieurs pour ces analyses Formule 1. Et enfin pour conclure ce tour des résultats, petit point sur la première journée de Betclic Elite qui avait lieu ce week-end. Donc tout d'abord, il y a eu quelques surprises déjà avec notamment la défaite du champion de France en titre Monaco qui a perdu de justesse contre Saint-Quentin, 6e la saison dernière. À noter également la défaite aussi du finaliste, le Paris Basket, qui s'incline de peu contre Gravelines Dunkerque, 89-85. Les autres résultats avec l'Asvel qui s'impose à domicile contre Le Mans, Bourg-en-Bresse qui l'emporte largement sur le terrain du Portel, Nancy l'emporte contre La Rochelle et Limoges aussi est venu à bout de Nanterre. Donc voilà pour ce petit point basket. Et pour ces résultats, ces premiers résultats, on peut applaudir, on applaudit Guillaume. Très heureux d'avoir
fait la première chronique de cette saison. Voilà, ça va, c'est bon. Maintenant, tu vas pouvoir relâcher la pression. Tu vas pouvoir regarder les autres droit dans les yeux à chacune de leurs chroniques avec du jugement. Désolé, Raphaël, j'ai pas allumé ton micro. On va pouvoir avancer dans cette émission. C'est la fin donc de ces résultats. Petit temps musical, on va pouvoir souffler, nous tous. Tu vas pouvoir récupérer tes 2 poumons, Guillaume aussi. Je vais en avoir besoin. Pour les choix du soir, il y en a un qui sera assez évident parce qu'il sera en lien directement avec le débat qu'on aura en milieu d'émission. Il y aura un débat dans ce Campus Sport Club. Et ce soir, je rebondis sur un des sons qu'on a pas mal entendu et qu'on risque de bien entendre. Moi, je préfère la version originale, donc je vous mets la version originale tout de suite dans le Campus Sport Club. On s'écoute Night Call de Kavinsky. À tout de suite. On m'a entendu, c'est pour ça que j'ai rigolé. De retour sur Radio Campus Lille 106,6 FM en direct, donc pour une nouvelle émission du Campus Sport Club avec toujours les petits nouveaux autour de moi et Guillaume qui a retrouvé, je crois, ses poumons entre-temps. Donc tout va bien. RS, normalement mon quota de 10% de ce soir sera respecté. Mais il est temps d'attaquer la prochaine chronique et j'espère qu'il ne perdra pas ses poumons. Ce soir, Augustin avec les news du CSC et bien évidemment, comme avant chaque chronique, petit jingle fait maison. Il est l'heure des news du Campus Sport Club. L'actu chaude, c'est parti. Non, ne t'inquiète pas, je veux pas perdre mes poumons. Ah, j'espère bien. C'est quoi l'actu chaude en ce moment, Augustin? On va commencer par quoi? On va quand même pas parler de politique. Et malheureusement, si, puisqu'on a appris ce week-end notre nouveau ministre des Sports. Il s'agit de Gilles Avirou et il a été nommé ministre des Sports le week-end dernier. Lors de la passation hier, il a affirmé vouloir mettre en place des actions pour protéger les athlètes, les jeunes et les bénévoles contre toute forme de violence. L'ancien maire de Châteauroux, qui avait permis à la ville d'accueillir les épreuves olympiques et paralympiques de tir sportif cet été, souhaite par ailleurs faciliter l'accès aux infrastructures sportives dans tout le territoire, développer le handisport, améliorer la santé mentale des jeunes et soutenir la haute performance qui doit être un moteur selon lui. Dans les prochains jours, il sera donc en charge de surfer sur l'héritage des Jeux de Paris, mais devra affronter l'épreuve du budget. Il est certain que l'on se dirige vers une très nette baisse du budget des sports. 200 millions d'euros en moins, avance Éric Coquerel. Autre dossier à suivre, les Jeux d'hiver 2030 dans les Alpes. Une fois la garantie signée par le Premier ministre, comme l'attend le CIO. Alors, selon vous, messieurs, quelle est la priorité sur laquelle le ministre des Sports doit insister ces prochaines semaines ? Alors là, on arrive dans des sujets bien épineux pour bien démarrer ces news. Alors déjà, pour ce qui est des JO 2030, l'avantage, c'est que d'après la durée de son mandat, il est concerné, mais il n'est pas directement concerné. Mais il doit signer quand même avant, même si ce ne sera pas lui le Premier ministre. Mais du coup, il va être impliqué dans ce dossier qui nous amènera jusqu'à l'hiver 2030. Donc quand même, à mon humble avis, gros sujet quand même qu'il a sur le dos. Et après, pour ce qui est du retour, je sais pas vous, je vais avoir votre avis bien sûr après. Là, en l'occurrence, on est sur l'après-euphorie des JO. On avait le sport professionnel, le sport mondial à l'honneur. Là, il va peut-être falloir revenir un peu sur terre. On parle avec les résultats, par exemple, de Guillaume, on parlait des rentrées des clubs, des clubs aussi qui sont dans la panade. Il va aussi en parler peut-être un peu plus tard, Augustin. Mais il a peut-être aussi à se soucier de notre sport, on va dire, pas de bas étage, comment on dirait gentiment, amateur. Les licencier les clubs, les associations, c'est peut-être ça le cadet de ses soucis pour démarrer. C'est ça, tu parlais de l'héritage des Jeux, je trouve qu'on l'a assez vite oublié. Je pense aux Jeux paralympiques par exemple, qui ont connu un gros engouement et là on apprend qu'on n'a même plus de ministre délégué au handicap. C'est quand même un peu dommage après l'engouement qu'a suscité les Jeux paralympiques et oui aussi des Jeux olympiques, ça va de soi. Une baisse du budget du sport au moment où peut-être le sport a eu une place peut-être la plus importante dans nos vies. C'est sûr que c'est regrettable, donc après on va voir ce qui va arriver, les mesures qui vont être prises, mais c'est sûr que les premières annonces sont un peu décevantes à ce niveau-là. Ouais, et donc peut-être que le parasport, il n'y a pas de ministère, comme tu dis, délégué au handicap, peut-être que c'est induit que le parasport, ça relèvera du ministre des Sports. Après, à quel point, sur une dose de 100%, il va se consacrer au parasport, à mon avis c'est ce qu'on comprenait lors de sa passation de pouvoir. Il veut vraiment développer encore plus le handisport. Ouais, c'est vrai que
on verra bien comment ça va se passer. Oui, à ne pas éteindre la flamme. Pas mal. Vous découvrirez tout au long de cette saison 4 Raphaël le poète. Intervention poétique. Joachim Dubélé a dit. C'est Raphaël qui va nous sortir ça. Dis Augustin, pour la suite. Et on parle maintenant des cadences infernales dénoncées dans le monde du football, puisque certains joueurs pros menacent de faire grève, à l'image de Jules Koundé, à cause d'un calendrier international trop chargé. Les joueurs ne se sentent plus écoutés par les instances, et les blessures n'en finissent plus. Ce week-end, Marc-André ter Stegen et Rodri se sont blessés gravement au genou. Ils seront indisponibles sans aucun doute pendant plusieurs mois. Pourtant, Rodri avait dénoncé ces cadences extrêmes que subissent les joueurs la semaine dernière avant le début des premiers matchs de Ligue des Champions. Alors, la LFP a rejoint la fronde initiée par la FIFPro, le syndicat international des joueurs, et l'European League, l'association regroupant 31 ligues de football en Europe. Ces derniers ont déposé une plainte devant la Commission européenne contre les calendriers de la FIFA surchargés. Alors, ces blessures en chaîne doivent être le signal d'alarme pour réduire le nombre de matchs et donc le nombre de compétitions dans une saison. Par exemple, peut-on mettre en œuvre un plafond de nombre de matchs maximum qu'un joueur peut jouer dans une saison ? Que c'est... Dans un sens, ça serait handicaper un peu les clubs. Je veux dire, si on met un plafond sur les joueurs, faudrait que... en tout cas, plafond haut peut-être, genre 50, 55 matchs. Certes, mais les petits clubs qui ont pas le budget d'acheter autant de joueurs qu'ils veulent, comme des Manchester City, des Paris Saint-Germain, ça serait un peu leur couper Oui. Bon, je pense pas que ça serait une bonne solution. Je pense qu'il faudrait enlever plutôt des matchs, en tout cas des compétitions, quand on voit que c'est cet été que se passera la Coupe du Monde des clubs, la première. C'est ce qui fait débat aussi, mais notamment c'est pour ça qu'ils veulent faire grève. Mais ouais, j'en ai pas parlé dans la chronique, mais ouais, la Coupe du Monde des clubs fait beaucoup débat, et ouais, ça serait cet été, je crois. Ce serait une compétition en plus. Il faut aussi relever que ce cas de figure-là, des joueurs qui se plaignent d'avoir trop de matchs, on parle des joueurs des clubs d'élite, des clubs de très haut niveau, et donc ceux qui ont accès aux compétitions européennes, compétitions internationales comme la Coupe des clubs, qui sont en sélection. C'est pas donné à tout le monde. Donc peut-être que dans la logique du plafond, c'est pas idiot, faut voir, parce que forcément, le problème des compétitions, c'est que c'est toute une question d'argent. Donc forcément, ça va être un calvaire fou à dire lesquels on garde, lesquels on perd. On pourrait aussi demander aux Anglais d'enlever une des coupes, comme nous, on a perdu la Coupe de la Ligue. Mais est-ce qu'ils vont le faire pour leur propre fonds financier ? Certainement pas. Et donc, du coup, peut-être, dans ces cas-là, ce plafond de verre, ne le donner qu'à des clubs et des joueurs d'élite, de première division, en tout cas, européenne. Il y a plein de choses à regarder. C'est aussi en Serie A, notamment, où dans leur coupe, ils font des matchs aller-retour. Bon, je vais pas critiquer, c'est chacun ses us et coutumes. Cependant, c'est sûrement des matchs un peu inutiles. Je pense là aussi au fait qu'en Ligue 1, on est passé à 18 clubs. Bon, il n'y a pas que des raisons de match, j'imagine beaucoup financières aussi. Cependant, c'est 4 matchs dans une année qui sont notables et qui ont été enlevés. Et les 4 matchs que du coup on a récupérés en Ligue des Champions, puisque un club qui faisait le chemin jusqu'à la finale, c'était 13 matchs. Si je dis pas de bêtises, ça faisait 6 de poule en finale, c'est ça, plus du coup les 3-3-3. Et en fait aujourd'hui, il en faudrait 17. Donc on a récupéré. Le Paris Saint-Germain aurait récupéré. S'il va en finale. Attends, parce que là, je m'avance peut-être un peu beaucoup. Brest en finale. Brest n'aura peut-être pas 17 matchs de Ligue des Champions à jouer, mais en tout cas, un club qui voudrait aller jusqu'au bout d'une compétition, au final, il se retrouve avec le même nombre. Donc ça, c'est un beau sujet épineux, et on va pouvoir voir Augustin tranquillement dans les semaines à venir si ça porte ses fruits ou pas de porter plainte contre ça. Belle transition on va toujours parler de Ligue des Champions, et on vient de l'apprendre il y a quelques heures, puisque la finale de la Ligue des Champions au Vélodrome pourrait se passer au Vélodrome en 2027. C'est en tout cas une très forte hypothèse qui se profile depuis ces dernières heures, après le retrait du stade de San Siro à Milan, qui n'a pas donné de garantie fiable à l'UEFA pour accueillir la finale de la Ligue des Champions. La mairie de Marseille fait aujourd'hui acte de candidature pour accueillir la coupe aux grandes oreilles chez elle
en 2027. Le maire Benoît Payan et son adjoint au sport sont prêts et déterminés à accueillir la plus prestigieuse des compétitions européennes dans, je cite, le plus beau stade de France, le Vélodrome, ont-ils affirmé sur France Bleu Provence. Ethan Mbappé de retour à l'entraînement. Le milieu du LOSC a repris l'entraînement collectif aujourd'hui alors qu'il avait été éloigné des terrains en raison d'une blessure à un adducteur il y a un mois. Reste à savoir maintenant s'il sera en mesure de pouvoir jouer la semaine prochaine lors de la venue de son frère au stade Pierre-Mauroy pour la 2e journée de Ligue des Champions. Record de spectateurs à Wembley. Jamais le stade londonien n'avait accueilli autant de spectateurs pour un événement sportif que samedi soir dernier. 98 128 spectateurs exactement ont pris place dans l'enceinte londonienne pour assister au combat de boxe opposant l'Anglais Daniel Dubois à son compatriote Anthony Joshua. Rugby, Antoine Dupont, désigné meilleur joueur du top 14 pour la 3e fois. Hier soir, le Toulousain a également été récompensé du trophée de meilleur international français de la saison. Ces 2 récompenses illustrent sa saison 2023-2024 remarquable, sans doute l'une des meilleures de sa carrière, grâce en partie à ce pari ambitieux, intégrer l'équipe du rugby à 7 pour gagner les JO chez lui. Handball, aujourd'hui marqué la rentrée médiatique pour les équipes de France de handball. Un nouveau a été présenté, Sébastien Gardillou. Le nouveau boss des féminines s'est dit conscient de la difficulté de succéder à son prédécesseur Olivier Crumbles. Chez les hommes, Guillaume Gilles, particulièrement attendu après la désillusion des Bleus en quart de finale des JO, a exclu toute modification profonde de son management et continuera à laisser une grande autonomie à ses joueurs. Les Bleus viseront un nouveau titre mondial à la mi-janvier. Volley. Et Erwin Ngapet, le nouveau champion olympique français, s'est engagé avec Poitiers pour la saison à venir. C'est un coup de projecteur important pour le volleyball français et la Marmara Spike League, championnat déserté par les internationaux de premier plan. Il jouera son premier match samedi soir à domicile contre Narbonne. Une nouvelle figure quitte le giron de Red Bull en Formule 1. Will Courtenay, actuel responsable de la stratégie chez Red Bull, quitte l'écurie autrichienne pour rejoindre McLaren au poste de directeur sportif. Comme quoi, la bataille Red Bull-McLaren n'a pas fini de faire parler en cette saison 2024. Oh le petit filou. E-Sport, inauguration le week-end dernier des arènes d'Evry-Courcouronnes en tant que stade officiel de la Carmine Corp. L'équipe e-sport du streamer Kameto disputait vendredi dernier son premier match dans une salle de 3000 places pleine à craquer. Pas de date connue pour le moment pour le prochain événement. Très bien, c'est vrai qu'on finit là-dessus. Merci à toi, Augustin, pour ces news. Évry-Courcouronnes, c'est compliqué à dire en vrai. Parce que je relisais, quand tu as dit... Évry-Courcouronnes. Ouais, et quand tu l'as dit, je regardais justement tes notes. Mais c'est quoi ce nom Je sais pas. J'ai bugué. En tout cas, merci Augustin pour ces news avec pas mal d'informations. On va revenir sur un point en particulier pour le débat du soir. Tout de suite dans le Campus Sport Club avec évidemment la Ligue des Champions, puisque c'était la semaine passée. On n'a pas pu revenir en longueur, Guillaume, dans tous les résultats parce que il y en a beaucoup trop maintenant. Avec la nouvelle formule, il y a trop de matchs. Il y a beaucoup trop de matchs, mais on va pouvoir en tout cas faire un petit débrief pendant quelques minutes. On a 5-6 minutes pour faire ce petit débrief-là. Comment vous avez senti du coup ce début de Ligue des Champions avec cette nouvelle formule? On le rappelle pour les auditeurs. La Ligue des Champions, comme les 2 autres Coupes d'Europe, ont changé de format. Maintenant, c'est 36 clubs et non 32 qui sont tous mis dans une seule et même ligue, la phase de ligue, comme un championnat fois de la Ligue 1. Donc les 36 clubs qui vont respectivement chacun affronter 8 autres équipes de cette méga poule. Et à la fin, on verra qui arrivera à se classer de la première à la 8e place pour aller directement en 8e de finale. De la 9e à la 24e, on se battra pour une place en 8e avec des barrages 16e. Je ne sais pas comment vous voyez ça. On peut dire 16e, mais bon, il y a 8 clubs qui sont exemptés. Et enfin, de la 25e à la 36e place, il n'y a pas de relégation en Ligue Europa. C'est finito, les Coupes d'Europe cette année. Et donc, ça nous donne 8 matchs, 8 journées pour la première phase, cette phase de Ligue, et la première qui s'est achevée la semaine dernière. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Comment c'était? Les résultats pour vous sont-ils logiques? Moi, je pense qu'il est encore un peu tôt pour avoir une opinion claire sur cette nouvelle formule de la Ligue des Champions. J'arrive pas encore bien à savoir. Moi, j'avoue que j'ai regardé un match tous les soirs. Globalement, je me suis
ennuyé. Un seul. T'as regardé un seul? Non, j'ai regardé un match par soir. Oui, je sais. Mais justement, un seul. Hein. Toi, tu t'as préféré te concentrer sur un seul. J'ai préféré me concentrer, notamment sur les matchs des clubs français. Ouais. Et je dois bien dire que le match du LOSC, c'est quand même pas terrible. Le match du PSG, pareil. Et par contre, j'ai vraiment apprécié la performance de Monaco et celle de Brest que j'ai suivie aussi. Et c'est ça que je trouve bien dans un premier temps avec la nouvelle formule de la Ligue des Champions, c'est qu'en fait, des petites équipes peuvent se rencontrer entre elles, ce qui n'était pas forcément le cas avant, puisqu'un club d'un chapeau 4 ne pouvait pas rencontrer un autre club d'un chapeau 4. Et là, on voit que Brest, grâce à cette nouvelle formule de la Ligue des Champions, entre autres, bien sûr, peut s'offrir une victoire de prestige. Contre Sturm Graz. Contre Sturm Graz. Je croyais que tu allais le dire, c'est pour ça que j'ai marqué le temps. Oui, Brest qui a battu Sturm Graz 2-1. Paris qui a gagné 1-0 contre Gérone. Le LOSC qui était allé perdre 2-0 au Sporting Portugal à Lisbonne. Et enfin Monaco qui, le même soir que Brest, avait battu Barcelone 2-1. En l'occurrence, nos clubs français, donc si on devait juste sur le point de vue résultat, si on est chauvin, en tout cas, ça s'est plutôt bien passé. Pareil sur le fil quand même. Hein. Oui, bon. Ça, c'est sur le niveau bilan comptable, on va dire. Alors, bilan comptable, c'est plutôt bon. Les 3 clubs sur 4 qui ont gagné. Lille, pour les locaux, en plus, c'est dur d'en parler. On va peut-être se faire agresser à la sortie de Radio Campus. Mais Lille qui a très très mal joué et qui s'est fourvoyé en première période. Donc qui a perdu logiquement quand même au Portugal. Alors, du coup, il y a quand même un cas de figure aussi, c'est que cette première journée, elle s'est jouée sur 3 soirs. Parce que comme tu le disais, tu as pu regarder un match par soir. C'est a priori la seule fois où on aura des matchs mardi, mercredi et jeudi. Normalement, dès la prochaine journée, ça sera que mardi, mercredi. Ça fait 9 affiches par soir, 2 à 18h45. Est-ce que c'est aussi pas plus mal ou est-ce qu'ils devraient mettre plus de rencontres à 18h45 Est-ce que c'est une logique au niveau calendrier? Moi, je trouve ça bien. Contrairement à toi, Félix, j'ai plutôt regardé les multiplex. Et je trouvais que c'était très prenant. C'est logique en même temps. On avait 4 matchs en un soir, il me semble. Du coup, 4 qui vont passer à 5. À 5, par ok. Et non, franchement, j'ai. Qu'est-ce que je dis? 6. À 7. 7 À 7, du coup. Okay. 7. Ouais, il faut refaire les calculs. Là. C'est dur. Bon, après, ça dépend des matchs à 18h45 aussi, parce que ça dépend des diffuseurs s'ils veulent ou pas mettre le match à 18h45. Ouais. Mais. En tout cas, moi je vous donne un petit tips. Le mercredi 29 janvier, donc 2025, à 21h, il faut regarder Canal+. Vous allez avoir le multiplex de la dernière journée, et comme c'est un championnat, toutes les équipes vont jouer en même temps, et là on va avoir un multiplex de folie. Avec exactement 18 matchs. Je suis même pas sûr qu'ils tiennent le multiplex sur une seule chaîne. Je suis presque. C'est possible. Je me dis qu'ils seraient capables de faire 2 multiplex. Avec un multiplex sur une chaîne et pour gérer, parce que 18 matchs en même temps. Mais déjà, il y a 19. Ils ont créé 19 chaînes Canal. Canal va de Live 1 à Live 19. Donc, oui, que pour ça. Pour ça. Pour ce critère-là, d'avoir un multiplex et les 18 matchs. Et du coup, ce que je crains, il n'y aura pas de Ligue des Champions et de Ligue Europa en même temps. On est d'accord? Ah non, non. Impossible. A priori, non. Ils vont. Non, le vrai, je pense. Comme là, on a eu une Ligue des Champions qui a démarré une semaine où justement il n'y avait pas de Ligue Europa, de Ligue Conférence. On en parlera en fin d'émission, mais la Ligue Europa, c'est à venir. Seulement maintenant, en tout cas. Il y a peut-être aussi ce côté-là où est-ce que niveau calendrier, c'est aussi pas plus mal du coup d'avoir, comme on a plus de matchs au niveau organisationnel, on se concentre sur une compétition européenne à la fois. C'est pas plus mal. Je pense dans un premier temps oui, mais après du coup je crois que la Ligue Europa repassera le jeudi, ou ça va être une semaine alternée à chaque fois. Faut que je vérifie ça, mais parce qu'il faut que ça tienne sur on parle de janvier. Hein. Là aussi, c'est la particularité, on va dire ces 7e et 8e journées qui n'existaient pas avant. Il fallait bien trouver une place. Du coup, maintenant, ces matchs européens se jouent en janvier, fin janvier, sur une semaine de décalage. En plus, c'est 21-22 la 7e journée, et donc tout le 29. Ça aussi, ça peut être le vrai intérêt de cette formule-là. Est-ce qu'elle ne résiderait pas dans ces 2 dernières journées et cet enchaînement de fin janvier? Il n'y aura pas de pause. Il n'y aura pas de pause entre la phase de groupe et les phases finales. Donc les équipes sont toujours focalisées sur cet esprit européen. Donc je pense que non, c'est une bonne idée qu'ils nous ont fait, même si on va pas se fleurer. Hein. Ils ont fait aussi ça pour contrer la Super League. Pour aussi avoir plus d'équipes, plus de matchs, donc plus d'argent. Mais d'un point de vue spectateur, et même d'un point de vue supporter français,
ça nous permet, nous, d'avoir nos équipes françaises. Une de plus, cette année, on a Paris, Lille, Brest et Monaco. Mais il y a plein d'autres équipes qui vont faire leur première en Ligue des Champions, comme cette année, c'est Gérone et le Slovan Bratislava. Ouais, c'est bien aussi. J'imagine qu'à terme, c'est l'idée quand même. C'est d'intégrer des nouvelles équipes et des nouveaux clubs qui n'ont jamais pu se qualifier en Ligue des Champions, c'est en tout cas. Juste, du coup, je viens de checker. La Ligue Europa, du coup, ils joueront demain et dès la semaine prochaine aussi, ça s'enchaîne. Donc, la Ligue Europa reprendra son créneau traditionnel du jeudi soir. Et du coup, la Ligue des Champions, ce sera mardi, mercredi. Mais là, c'est juste la première journée, c'était une. Marquer le coup. Voilà, c'est ça. Ouais, la Ligue Europa, c'est le même format du coup que la Ligue des Champions. Hein. C'est ça. Et c'est juste la Conference League qui reste. On aura du coup tous les matchs le jeudi soir en Europa League. Et on aura 9 matchs à 18h45 et 9 autres à 21h. Ouais, c'est ça. Donc là aussi, niveau multiplex, on a peut-être de quoi se régaler. C'est peut-être le vrai truc, le vrai retour aussi d'avoir un diffuseur comme Canal, en tout cas pour nous, spectateurs français. On va y voir peut-être beaucoup plus d'envie et d'intérêt parce que Canal va peut-être nous faire vivre différemment les soirées Ligue des Champions. Le retour du multiplex sur Canal+, c'est quand même historique. Hein. On se souvient des multiplex de Ligue 1, les 38e journées, c'était exceptionnel. Comme disait Raphaël, rendez-vous en tout cas tout de suite coché le 29 janvier. De mon côté, je pense que le multiplex, ça va être compliqué parce que moi, je vais être à Lille. Et alors, au stade. Match. Et alors, c'est pas grave, un multiplex. Un multiplex dans le stade. Tu mets un écouteur, tu te mets la petite musique, tu te fais vibrer. Et on finit ce débat avec le dernier avis de Félix. Et puis je rebondis sur ce que tu as dit, Raphaël, tout à l'heure, par rapport au dernier multiplex, donc ce qui se jouera en janvier. Ça va être d'autant plus intéressant de le suivre que de la première à la 24e place, il y a un enjeu en fait à gagner des places et même un enjeu à marquer des buts parce que étant donné que c'est un classement qui va se jouer en très peu de journées, il y aura beaucoup d'équipes qui auront le même nombre de points à l'arrivée et en fait ça va se jouer notamment sur le goal average. Donc là, par exemple, une équipe comme le Bayern Munich qui a claqué combien 7-1 9-2. Ah, 9-2, oui. C'est le même. Tu t'es arrêté un peu avant. Écoute, dès que j'ai vu que ça dépassait 5, 9-2, c'est trop. C'était la fin du 7. C'était beaucoup trop. Et donc là, c'est très intéressant d'enfoncer les équipes pour ce genre d'équipes qui veulent finir dans les premières places. Effectivement, on aura l'occasion en tout cas d'en reparler de cette Ligue des Champions pour les prochains mardis à venir, puisqu'on pourra en reparler même dès le début des résultats quand l'occasion s'y prêtera. Du coup, petite seconde pause musicale, évidemment messieurs. Je me suis pas cassé la tête là, vraiment. Voilà. Non, c'est original. Ouais, après le débat Ligue des Champions, c'est tiens. pas mal. Ça, je comprends pas pourquoi. Non, c'est que pour la première. Au moins, je la passe et comme ça, c'est fait. Tu vois, c'est coché. Tu te dis pas, on l'a oublié. Fallait la mettre une fois au moins. Voilà. Et je me suis dit, viens, on s'en débarrasse ce soir. C'est la nouvelle version ou pas? Non, du tout. Les hommes des grands soirs. Ouais, on part sur l'hymne de la Ligue des Champions pour quelques minutes de pause sur Radio Campus Lille, mais restez pour la fin du Campus Sport Club. À tout de suite. Voilà, c'est ça qu'on aime. La musique de la Ligue des Champions. La Ligue Europa, c'est du boudin. Voilà, je le dis. Non, c'est fou. En plus, la Ligue des Champions, c'est parce que... Bon, d'accord. C'est parce que l'OM a gagné la Ligue des Champions et a fait que perdre les finales de Ligue Europa. Et comme je supporte un peu l'Olympique de Marseille, voilà, vous avez le droit de me huer, de me dévisager du regard, vous quatre. Mais ouais. Ouais, et ben... Ouais, ok. Et ben ok. Et ben... Tu supportes le meilleur club français. Oui, voilà. C'est l'argumentaire des Marseillais. Voilà, exactement. La Ligue des Champions en 1993. Voilà, quand tout était facilement truandable. Quand personne n'avait gagné la Ligue des Champions, quand aucun club français ne l'avait fait, l'OM a été là. Voilà. Quand personne n'était né, surtout. Voilà. Et puis surtout, personne ne l'a fait depuis. Raphaël avec cette douce voix qui me supporte et qui m'aide ce soir avec l'Olympique de Marseille. Du coup, je vais te donner la parole. Et ouais, c'est comme ça, c'est la vie, même si c'était pas du tout prévu dans le conducteur sous mes yeux. Petit portrait ce soir proposé par Raphaël avec un international français à l'accent british. Qui n'a pas vu l'OM gagner la Ligue des Champions. Qui n'a strict comme nous tous, qui n'a pas du tout vu l'OM gagner la Ligue des Champions. Tout de suite, petit jingle, et tu nous présentes Michael Olysée. Vous êtes bien dans le Campus Sport Club et c'est parti pour le moment portrait. Et oui, qui connaissait Michael Olysée il y a 6 mois? Doublé en Ligue des Champions contre le Dynamo Zagreb, rebelote ce week-end face au Werder Brême, Olysée a su montrer ses atouts techniques la semaine dernière. Lors des 2 derniers matchs, il est impliqué sur 6 des 14 buts. Certes, avec un Bayern Munich au pic de sa forme, c'est plus simple,
Néanmoins, on constate tout de même sa très rapide acclimatation dans le club bavarois. L'occasion pour nous d'en apprendre plus sur le néo-international français à l'accent british. Olise est né en 2001 à London. Il débute le foot et tape dans les yeux des recruteurs de Chelsea. Mais le joueur va se faire renvoyer du centre de formation des Blues. Même chose, 1 an plus tard à Manchester City. En fait, les éducateurs remettent en cause son comportement et son manque d'implication. En 2019, Olise trouve un point de chute à Reading en Championship, la seconde division anglaise. Cela va lui permettre d'engranger de nombreuses minutes. Dans le centre de l'Angleterre, il est désigné meilleur jeune de la saison en 2020-2021. Ses bonnes performances lui donnent l'opportunité de retourner dans sa ville natale, dans le club londonien de... Est-ce que vous savez ? Reading, non ? Non. À Reading, il y était déjà. Okay. Donc il est parti d'un des clubs en première ligue, à Londres. Ah, Crystal Palace. Voilà, tout à fait. Point Guillaume. Enfin, Crystal Palace achète le milieu offensif pour un peu plus de 10 millions d'euros. Alors plutôt introverti, Michael ne parle pas beaucoup aux médias. Donc finalement, le club des Eagles lui correspond. Loin des autres stades londoniens ultramodernes, il éclot petit à petit dans la confidentialité du Selhurst Park, notamment sous les ordres d'un champion du monde 98, un certain Patrick Vieira. Beau gosse. Écoute, il a coécrit la chronique. Il va trop vite. Il va trop vite. Il est à côté de moi, il est en train de lire mes réponses. En juillet dernier, il est transféré au Bayern Munich pour 53 millions d'euros hors bonus. Un Bayern contenant déjà beaucoup de joueurs français avec Sacha Boey, Kingsley Coman, Mathys Tel ainsi que Dayo Upamecano. Et cet été, il participe aux Jeux Olympiques de Paris. Auteur de 2 buts et 5 passes décisives dans le tournoi, cela n'a malheureusement pas permis à nos Bleus d'accrocher la médaille d'or avec une défaite en finale contre l'Espagne. Donc son transfert dans un cadre européen et son efficacité lors des JO ont poussé Didier Deschamps à convoquer Olise lors du dernier rassemblement à Clairefontaine. Donc on l'a dit aujourd'hui, il joue pour la France. Cependant, savez-vous qu'il aurait pu représenter 3 autres nations ? Lesquelles ? Je crois qu'il y a le Nigeria, ouais, l'Angleterre. Tout à fait. Et Et la France. Ah non, le gars qui a pas du tout suivi la chronique. 3 autres clubs, la Bretagne. 3 autres pays. Donc, je crois que il en reste un. Je crois que sa mère est d'origine algérienne aussi. C'est ça, tu l'as. Donc en fait, son père est britannico-nigérian. Guillaume a passé l'école, en fait. Il a fait l'école primaire avec Michael. C'est ça. C'est un grand ami. Et donc, sa mère, elle, est, tu l'as dit, franco-algérienne. Ce qui fait que Michael Olise passait souvent ses vacances dans l'Hexagone, ce qui lui a permis d'apprendre le français, bon, pas avec le même accent que nous, mais au moins lui, il sait bien parler anglais. Et pour finir, il a un petit frère, Richard. Lui joue avec les U21 de Chelsea. Ainsi, pourquoi pas dans quelques années, les voir jouer ensemble en sélection, comme c'est déjà le cas pour les frères Hernandez, ou bien, à l'image des frères Iñaki et Nico Williams, celui-ci choisira peut-être un autre pays à représenter, parce qu'il a du choix. Ouais, il a du choix. Il a aussi les 4, du coup, Richard. Ah, il a aussi les 4, oui. Il a aussi les 4, donc ça peut être pas mal. Michael Olise, est-il parti pour s'installer, selon vous, petite question comme ça d'1 minute, est-il parti pour bien s'installer et avoir sa place sur le temps long en équipe de France ? Moi, je pense que ça paraît assez clair au vu de ce qu'il démontre et au vu des qualités qu'il a. Maintenant, ce que je trouve un peu triste, c'est un peu toujours pareil avec Didier Deschamps, c'est-à-dire qu'il faut attendre qu'un joueur signe dans un top club européen pour qu'il soit sélectionné. D'ailleurs, Deschamps l'a dit lui-même, il a passé c'est ce qu'il a dit, il a passé un step Michael Olise quand il a signé au Bayern, alors qu'il n'avait toujours pas joué avec le Bayern Munich. Donc, en fait, le step qu'il a passé, c'est juste une signature sur un papier, quoi. C'est le CV, donc, une ligne sur le CV. Maintenant qu'il est installé au Bayern, je pense que sa carrière en équipe de France va être très belle. Super. Eh bien, écoute, on finit là-dessus. Merci en tout cas, Raphaël, pour ce petit portrait interactif où Guillaume a triché, évidemment. On ne va pas lui donner non plus le crédit des connaissances. Non, mais comme si tu savais. Tu savais ?
Non, mais t'avais des connaissances. Non, ouais, c'est un joueur que je suis depuis 1 an à peu près, depuis qu'il est à Crystal Palace. Et ouais, c'est un joueur qui me plaît beaucoup. Il s'est révélé pendant les Jeux Olympiques aussi, où il a été très bon. Et j'étais très content d'apprendre sa sélection avec Léa en septembre. Et voilà, j'espère que même si son premier match a été un peu difficile contre l'Italie, j'espère qu'il aura sa chance. En tout cas, je pense, là, avec les performances qu'il a au Bayern, à mon avis, ça augure de très bonnes choses pour lui et pour l'équipe de France aussi. Il n'arrive pas dans la meilleure équipe de France non plus. C'est sûr. C'est vrai. Et puis, il faut qu'il s'acclimate au jeu de Didier Deschamps. Écoute, merci beaucoup, merci à tous. On va pouvoir finir avec la dernière chronique. Il est 23h55 sur Radio Campus Lille 106,6 FM. Et on finit, comme chaque Campus Sport Club, avec les immanquables. Et c'est donc Félix, le brillant, le magnifique Félix, que je vais continuer d'encenser, comme je l'ai dit en tout début d'émission, qui va finir après ce jingle. Et maintenant, dans le Campus Sport Club, les prochaines affiches à suivre cette semaine. Et après la Ligue des Champions, la Ligue Europa, sa petite sœur fait sa rentrée demain soir. 2 clubs français tenteront de poursuivre la lancée de victoires inaugurée par le PSG, Brest et Monaco. Nice, de son côté, accueillera la belle équipe espagnole de la Real Sociedad demain à 21h. Tandis que Lyon recevra les Grecs de l'Olympiakos jeudi soir à 21h. Les 2 matchs seront à suivre sur Canal+ et Canal+ Sport. Je vous pose la question, les gars. Est-ce que les clubs français engagés en Ligue Europa imiteront les clubs français engagés en Ligue des Champions et débuteront par des victoires? J'espère que Lyon va pas imiter son week-end en perdant contre un autre Olympique. Mais non, je rigole. Non, franchement, on souhaite que le meilleur pour Nice et Lyon. Et je pense que oui, ils peuvent totalement gagner. Nice joue contre Real Sociedad, qui ne fait pas un très bon début en Espagne, en tout cas. Ouais. Donc des chances de victoire, et on espère au moins un bon ratio, comme en tout cas en Ligue des Champions. Autres événements majeurs en football cette semaine, le 2e tour de qualification en Ligue des Champions féminine pour les 2 équipes parisiennes du PSG et du Paris FC jeudi soir. Elles tenteront toutes 2 de renverser la tendance après leur défaite dans le match aller face à la Juve pour le PSG et face à Manchester City pour le Paris FC. Ce week-end, du côté des championnats nationaux, Lille se déplacera sur le terrain du Havre, samedi à 19h sur DAZN, pour essayer de remettre la main sur la victoire après une série de matchs compliqués, 4 matchs que le LOSC ne gagne pas. Tandis que du côté du Pas-de-Calais, les Lensois recevront Nice samedi à 17h, toujours en intégralité sur DAZN. Mais les chocs immanquables du week-end se trouvent dans le reste de l'Europe, avec un très attendu Bayern Munich, Bayer Leverkusen samedi à 18h30 sur beIN Sport, mais aussi un premier très gros test pour le Real Madrid de Kylian Mbappé, qui se déplace chez son voisin de l'Atlético dimanche à 21h, toujours sur beIN Sport. Enfin, un mot de foot amateur avec le 4e tour de la Coupe de France ce week-end, où on retrouvera le Petit Pousset d'Épernay, club de D1 du Pas-de-Calais, qui tentera de créer la surprise face au Racing Club Calais, club de National 3. Le match aura lieu dimanche à 15h sur la pelouse du Petit Pousset. Et pour ceux qui feront une intoxication au match de foot cette semaine et de ce week-end, l'actualité sportive sera riche sur les autres terrains et notamment sur la route, où en cyclisme, les championnats du monde se poursuivent toute la semaine, avec demain le relais mix par équipe à suivre sur France Télé et sur Eurosport. En ce qui concerne la Coupe du Monde de futsal qui a lieu en Ouzbékistan, les Bleus affronteront la Thaïlande vendredi à 14h30 pour tenter de se qualifier pour les demi-finales de la compétition. Alors je vous rassure les gars, pas la peine de se déplacer en Ouzbékistan, puisque le match sera diffusé sur le site de l'équipe. Du côté du ballon ovale, le top 14 continue avec la 4e journée et un beau match à suivre samedi entre Pau et le Stade Français à 21h05. Une journée qui se conclura dimanche à 21h05 par un choc entre les 2 premiers du classement, Toulouse et l'Union Bordeaux-Bègles. Les 2 matchs seront à suivre sur Canal+. Et on finit avec un petit mot de rugby, mais à l'étranger, à l'autre bout du monde. Et oui, si vous avez envie de voyager, vous pourrez suivre la 6e journée de la Rugby Championship avec une affiche entre les Néo-Zélandais et les Australiens, samedi à 9h05, heure française, sur Canal+ Sport.
Merci Félix pour ces immanquables. Pour finir, je viens de lancer, c'est le petit signal que vous aurez à la fin de chaque émission, c'est pour la dernière minute, la minute d'outro. Et donc vous l'aurez deviné, je ne suis pas là aussi, hein. Je suis allé chercher aux Jeux Olympiques, je suis déjà nostalgique. Donc dès la semaine prochaine, normalement, un nouveau générique, nouvel habillage sonore, avec, évidemment, Parade. Petit kiff. J'adore. Bon, on va peut-être en avoir un peu ras-le-bol au bout de 3 mois, mais c'est pas grave. Merci en tout cas, Guillaume.